Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de 2024. Ma voix un peu éraillée, malade pendant plusieurs jours là depuis la fin de l'année. Raison pour laquelle il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière notamment. Donc désolée pour la voix un peu bizarre et un peu différente de d'habitude. Mais voilà, c'est pas très grave, ça ne va pas m'empêcher d'enregistrer aujourd'hui parce que j'ai réellement envie de vous partager l'épisode que j'enregistre aujourd'hui. Encore un épisode pour démystifier, pour expliquer, pour amener de la compréhension dans quelque chose qui est souvent banalisé et vécu de manière très intense par les parents. J'ai envie de vous parler justement de ces bébés qui pleurent intensément en fin de journée. Et j'imagine que vous avez déjà entendu parler des fameux pleurs de décharge. Et les parents qui écoutaient cet épisode actuellement, ou les futurs parents qui avaient peut-être déjà entendu un petit peu de ça, aujourd'hui, j'ai envie de vous donner justement des clés de compréhension parce que je sais que c'est difficile, mais vous n'êêtes pas seul. Et même si ça peut être éprouvant et que c'est souvent mal compris, aujourd'hui, je vais vous donner des clés de compréhension et aussi peut-être vous donner aussi des outils concrets pour accompagner votre tout petit avec sérénité. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Alors rien que le terme pleurs de décharge, je suis désolée, mais ça amène déjà à beaucoup de débats. Pleurs de décharge, quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est exactement, souvent on nous dit que c'est le bébé qui décharge les tensions, les peurs, les angoisses qu'il a pu avoir au cours de la journée. Comme si les bébés étaient des éponges émotionnelles qui relâchent la pression à heure fixe. Les bébés, c'est vrai, des éponges émotionnelles, mais en fait, ils expriment directement leur mal-être, leur ressenti psychique, j'ai envie de dire, en tout cas émotionnel, aussi rapidement qu'ils expriment leur inconfort physique. Donc ils n'attendent pas des heures fixes pour décharger, pour pleurer un grand coup pendant plusieurs heures, pour dire de libérer toutes ces tensions que potentiellement ils auraient pu avoir. Puis il faut se dire aussi que si jamais c'était ça qu'ils avaient besoin de décharger, c'est qu'ils vivent quand même des choses vraiment atroces chaque jour. C'est quand même assez interpellant. Non, ce qui se passe par contre, c'est que les pleurs surviennent souvent dans les premières semaines, parce que le bébé fonctionne encore sur un rythme ultradien de 25 heures, qui est plutôt lié à sa vie intra-utéro. Et la transition vers un rythme circadien de 24 heures va commencer seulement vers 2 à 3 mois, période où justement le bébé va commencer à distinguer le jour et la nuit. Et pourtant j'entends souvent des parents qui essayent de mettre en place des choses dès le début pour essayer de faire comprendre au bébé quand est-ce que c'est le jour et quand est-ce que c'est la nuit. Alors que dans la réalité, le bébé il n'est pas du tout dans le même rythme que nous et il va pas du tout être susceptible d'être... de changer ses habitudes juste pour une question de luminosité et de bruit. Parce que, en fait, il est aussi lié au rythme qu'il avait in utero et à ce qu'il avait comme stimuli in utero. Donc, in utero, la luminosité, on n'en parle pas, clairement. Par contre, les bruits ambiants, etc., et la place qu'il pouvait avoir étaient différents en fonction des moments de la journée. Dire une femme, par exemple, qui travaille beaucoup sur son bureau, qui est assise, ne laisse pas finalement énormément de place au bébé. Et, le bébé est très vite bloqué, en fait, entre son bassin et son diaphragme. Par contre, quand elle va s'allonger, il y a beaucoup plus de place et les bébés, du coup, en profitent parce qu'ils ont beaucoup plus d'espace pour pouvoir se mobiliser. Donc, un petit rappel, du coup, c'est que les bébés ne changent pas de rythme entre leur vie intra-utérine et leur vie une fois sortis du ventre de leur mère. Qu'est-ce qui se passe exactement ?
Quand je pose la question aux parents, quand ils me parlent justement des pleurs de décharge, je leur dis, est-ce que dans ces horaires-là, quand il était encore dans ton ventre, est-ce que le bébé bougeait énormément dans ces moments-là? Elle dit, ah oui, c'était fou, c'est le moment où il bougeait le plus, etc. Donc clairement, si le bébé bouge énormément entre 22h et 1h du matin, quand il est in utero, il va faire la même chose une fois qu'il sera né. Alors pas dans les tout premiers jours, parce que dans les tout premiers jours, le bébé va se remettre de la naissance, parce que c'est très physique pour le bébé, comme ça a été physique pour la maman. Donc physiquement parlant, le bébé va se reposer, se remettre de la situation de la naissance, quelle qu'ait été sa naissance d'ailleurs, parce que y a aussi cette adaptation à la vie extra-utérine qui demande énormément d'énergie au bébé. Une fois qu'il s'adapte, qu'il arrive à réguler les choses, etc., alors il va rentrer dans cette phase où il va retrouver ses rythmes intra-utéraux. Donc, les moments où le bébé bougeait énormément, ce sera un moment où le bébé va bouger énormément aussi, même né. Alors, dans les pleurs de décharge, on fait aussi souvent le lien avec les fameuses coliques. Pourquoi ? Parce que ce bébé qui bougeait énormément in utero va se mettre à bouger énormément même dans les bras de ses parents ou dans son petit berceau, etc. Et donc, un bébé qui s'agite, qui rentre dans cet état-là, va pédaler avec ses jambes. Ça fait aussi partie des gros mythes qui existent dans tout ce qui est autour de la périnatalité et des bébés, c'est de dire que quand le bébé pédale, c'est qu'il a mal au ventre. Alors les gens pensent aussi que les bébés ont des coliques. Ça aussi, c'est un terme très fourre-tout, autant que les pleurs de décharge, pour parler de ce que vit un bébé. Quand on observe cette phase d'éveil agité du bébé, on sait que la phase qui va suivre après de sommeil va être plus longue. Et c'est très simple à comprendre, c'est que s'il augmente sa phase de sommeil de début de nuit, il va augmenter sa phase d'éveil de fin de journée. Et quand on parle de phase d'éveil de fin de journée, c'est sa fin de journée à lui. Encore une fois, je le rappelle, le bébé n'est pas sur un rythme circadien de 24 heures, mais il est sur un rythme ultradien de 25 heures. Donc déjà, il vit les choses à un autre rythme que nous. Donc je vais vous expliquer en fait la différence entre le rythme circadien et le rythme ultradien. Le rythme circadien, c'est un cycle biologique d'environ 24 heures qui est aligné sur l'alternance jour-nuit de la Terre. Donc le cycle veille-sommeil, la libération d'hormones comme la mélatonine pour la nuit ou la régulation de la température corporelle, ça ce sont des choses qui vont se jouer en fonction des cycles biologiques. Le rythme, il est influencé par la lumière, par l'obscurité et il est évidemment hyper important pour nos fonctions biologiques quotidiennes. Le rythme ultradien, c'est un cycle biologique plus court que 24 heures, mais qui peut se répéter plusieurs fois par jour. Et on sait que le bébé fonctionne plus sur un rythme de 25 heures. Donc les phases de sommeil, comme les périodes d'éveil ou d'activité chez le nouveau-né, ça va être des rythmes qui concernent ses fonctions physiologiques, mais qui se produisent plus souvent. Donc le rythme circadien, c'est un cycle d'une journée complète, 24 heures, alors que le rythme ultradien, c'est un cycle plus court qui peut se répéter plusieurs fois au cours d'une journée. Chez le nouveau-né, le rythme ultradien domine parce qu'il n'est pas encore aligné sur son horloge biologique, sur son cycle circadien, et ça explique justement ces phases d'éveil et de sommeil qui sont totalement irréguliers. Et donc cette difficulté qu'on a de vouloir leur faire comprendre le principe du jour et de la nuit. Alors clairement, les pleurs, c'est souvent une source d'inquiétude. Est-ce que mon bébé il souffre ? Est-ce que j'ai mal fait quelque chose ? En réalité, les pleurs sont tout à fait normales dans le développement, mais ils peuvent être difficiles à vivre si on se sent isolé et surtout si on est mal informé. Il faut savoir aussi que les pleurs viennent éveiller chez nous quelque chose de très archaïque. C'est pas normal finalement d'entendre son bébé pleurer, parce que les pleurs, ça réveille quelque chose qui est issu de notre passé en tant qu'espèce. Parce qu'il y a des milliers d'années, les pleurs de bébé, ça aurait pu alerter un prédateur. On parle souvent des animaux, mais aussi d'esprits ou de mauvais œil. Donc potentiellement révéler la présence d'un petit être vulnérable et donc être une proie facile. C'est pour ça que les pleurs des bébés nous agressent et inquiètent tant les parents et qu'on cherche le plus souvent à faire taire ce bébé en l'apaisant, en le calmant, en le distrayant, en lui donnant la tute ou en lui donnant le sein, parce que pour nous c'est très difficile d'entendre le bébé pleurer. Et d'ailleurs, c'est une des premières causes de consultation chez un professionnel et ce sont des questions qui reviennent très souvent et on nous pose très souvent des questions en tant que sage-femme de est-ce que je dois laisser pleurer mon bébé ? Est-ce qu'on est des mauvais parents ? Est-ce que mon bébé a mal ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Est-ce qu'il a de la douleur physique ? Est-ce qu'il est pas bien émotionnellement ? Et en plus, aujourd'hui,
je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension parce qu'on a entendu tellement de choses sur il a besoin de faire ses poumons, laisse-le pleurer, ne répond pas trop vite à ses besoins, que les informations que reçoivent les parents sont totalement contradictoires. C'est-à-dire qu'on dit accueillez, accompagnez les pleurs et non pas laissez-le pleurer. Donc clairement ça fait beaucoup de choses à vivre pour les parents parce que les injonctions qui vont dans un sens ou dans l'autre sont difficiles, vraiment difficiles pour les parents de se retrouver et de se faire confiance. L'important ce sera donc de accompagner les pleurs, de ne pas laisser le bébé pleurer tout seul, mais plutôt de l'accompagner, de le porter, de le rassurer, de lui parler. Parce qu'il connaît votre voix, il connaît votre corps, il connaît votre odeur, il connaît votre chaleur. Et donc ça va énormément aider le bébé, même dans ces moments où en fait finalement il est inconsolable, de savoir qu'il n'est pas seul. Vous savez, c'est comme quand vous vivez quelque chose d'émotionnellement ou de physiquement très difficile, parce que on vit tous à un moment donné des situations comme celle-là, mais qu'on a quelqu'un tout près de soi, soit qui a une main sur notre épaule ou qui a des mots pour nous apaiser, qui nous parle sans arrêt, etc. C'est une aide très précieuse qu'on peut ressentir en tant qu'adulte, et c'est exactement la même chose que peuvent ressentir nos petits humains. Donc vraiment, en tant que parent, vous rappelez que ces pleurs viennent vous heurter, viennent vous faire mal, viennent vous questionner aussi sur la manière dont vous gérez les choses avec votre bébé, parce que tout bon jeune parent se pose énormément de questions. C'est assez rare que les parents soient tout chouls, tout sans question, tout bien, tout zen, mais au contraire, en fait, ont toujours un peu peur de mal faire, peur de l'échec, et que, au contraire, rappelez-vous que c'est une opportunité d'accompagner différemment votre bébé. Clairement, si la fin de journée de votre bébé se situe plus au début de votre nuit à vous, c'est beaucoup plus difficile physiquement à tenir. Et donc, dans les choses à mettre en place, c'est de ne pas oublier de se reposer en journée. Si les nuits sont difficiles, il n'y a pas de secret. Il faut pouvoir prendre soin de soi et faire des siestes, des micro-siestes au cours de la journée pour pouvoir mieux gérer. Parce que la bienveillance envers les autres fonctionnera d'autant mieux si vous avez de la bienveillance envers vous-même. Accompagner les pleurs d'un nouveau-né pendant plusieurs heures, c'est très très lourd, très difficile. Donc, le faire en étant reposé va être quand même plus facile que de le faire en étant déjà fatigué. Travaillez en relais aussi, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas parent solo, faites en sorte de pouvoir faire des roulements pour que ce ne soit pas toujours la même personne qui s'occupe du bébé pendant tout le temps où le bébé pleure énormément. C'est très difficile d'entendre souvent des parents qui me disent « mais en fait il a fini par s'endormir d'épuisement, je le sens bien, je le vois bien, etc. » Mais c'est parfois vrai. Il y a des bébés aussi qui pleurent, qui chouinent beaucoup avant de s'endormir. Moi j'ai eu plusieurs de mes enfants qui avaient ça aussi. Donc ça peut être un peu perturbant, difficile de voir qu'en fait le bébé a besoin de passer par cette phase de « je pleure, effectivement j'exprime quelque chose avant de m'endormir ». Parce que on se demande toujours si c'est ok ou si c'est pas ok, comment est-ce que ça se passe pour eux, etc. Donc vraiment, c'est important de pouvoir faire des roulements et de ne pas être seul dans cette situation-là. Ce bébé qui s'agite dans cette fin de journée pour lui, qui peut être votre début de nuit, voire des fois votre milieu de nuit. J'avais des parents qui étaient réveillés systématiquement entre minuit et 2h du matin. C'était assez compliqué pour eux. Le bébé ensuite normalement va avoir cette première phase de sommeil après qui va être beaucoup plus longue. Alors si c'était toutes les 2 heures, c'est peut-être toutes les 3. Non, c'est pas non plus une grande nuit en soi, mais qui va augmenter de plus en plus au fur et à mesure. S'il augmente sa phase de sommeil de début de nuit, il augmente sa phase d'éveil de fin de journée. Et il rentre en éveil agité, et il crie, et il pleure, et il bouge, et il gigote, et il pédale dans l'air, etc. D'où on a peur, d'où on pense qu'il a mal, etc. Vraiment, les petits trucs et astuces que je vais vous donner après sont des éléments qui peuvent vous aider à vraiment vivre plus sereinement ce qui va se passer. Je vais vous dire aussi que souvent quand on comprend que c'est une phase plus intense pour le bébé et puis qu'on le prend avec un petit peu plus de lâcher prise et où on accepte par exemple notamment les tétés fort regroupés dans ces moments-là, c'est beaucoup plus facile pour vous et c'est beaucoup plus facile pour votre bébé. Je dis pas que c'est plus facile pour les seins parce que quand on a un bébé qui tète non-stop pendant 2 heures, parfois au niveau des mamelons c'est pas facile, mais on peut mettre des choses en place pour après vraiment soulager, faire du bien, etc. Aider à lubrifier les mamelons, etc. et aider à ce que ça soit plus confortable pour après.
Mais vraiment, comprendre que le bébé ne fait pas exprès d'abord, ne décharge pas quelque chose qui est négatif, a juste une phase d'éveil plus agitée, plus importante, comme il était plus agité aussi dans votre ventre avec le rythme qu'il avait in utero. Il continue juste à avoir ce rythme-là et il va lui falloir un peu de temps pour revenir à un rythme qui est lié plus à nos rythmes à nous sur les 24 heures et au rythme jour-nuit. Il va être effectivement avec des pleurs, etc. Et que si ça vient autant nous heurter et nous faire du mal, c'est parce qu'en fait c'est inscrit dans nos gènes, c'est au niveau archaïque très fort, le fait que les bébés ne doivent pas pleurer, en tout cas ne pas s'exprimer autant. Donc on doit faire avec tout ça. Les solutions que je vais vous proposer, ils sont pas complètement fous. Ils sont pas complètement fous et quand je vais vous les énumérer, vous allez vous dire oui, ok, évidemment. Le bébé, il va juste encore fonctionner à son propre rythme et il va lui falloir du temps pour apprendre le rythme de notre monde à nous. Il est encore dans le rythme in utero. Et ça, c'est tout à fait ok. Les pleurs du bébé sont pas que des signes d'inconfort, mais viennent réveiller des signes d'alerte chez nous. Alors les choses que vous pouvez mettre en place, le portage. S'il y a un moment dans la journée où le portage peut vraiment vous sauver, c'est ce moment-là. Parce que le mettre en écharpe va parfois aider le bébé quand même à se sentir beaucoup plus contenu. La contenance pour le bébé lui emmène énormément de sécurité. Donc quand on arrive à mieux contenir le bébé, ça va énormément l'aider à passer cet état de crise. Alors peut-être qu'il sera quand même toujours éveillé, et certainement même, mais peut-être un peu plus calmement. Donc ça peut vraiment aider. Dans la même chose, l'emmaillotage peut réduire l'agitation motrice et donc peut aider aussi le bébé. Avec le portage, ce qu'il y a, c'est que vous avez aussi le contact physique. Vous pouvez faire du peau à peau par exemple, mais sinon on dit cœur à cœur. Hein, donc le bébé a son ventre contre votre poitrine. Il sent votre rythme cardiaque, votre respiration. Ça l'apaise énormément parce que ça lui fait revivre ses sensations in utero. Pendant les premières semaines, ne jamais oublier que ce que recherche à vivre le bébé, ce sont ses sensations in utero, puisque c'est la seule chose qu'il a connue jusqu'à présent. Donc quand il est totalement perdu, ce qu'il cherche, c'est de ressentir ses sensations in utero. C'est là que le portage vous aide énormément. Alors, n'oubliez pas que de nos jours aussi, on a des outils formidables. Moi, j'en parle souvent avec les parents parce que je leur dis... je crois qu'il y a des choses, j'aurais aimé que ça existe à l'époque de mon fils notamment, parce que on est souvent beaucoup plus impacté par ces pleurs de bébé pour le premier, parce que j'ai l'impression d'avoir moins mal vécu ça pour mes 4 autres enfants. Mais en tout cas pour mon premier, je me souviens que ça a été difficile, puis j'avais pas beaucoup de relais parce que je vous en ai déjà parlé aussi, mais j'avais mon mari qui était plutôt en décompensation et c'était lui qui avait quelque chose au niveau postpartum où c'était difficile pour lui et ça avait été jusqu'à une hospitalisation pour lui. Donc j'ai été plutôt seule dans mes premiers mois avec mon fils et c'était vraiment très très difficile de l'entendre pleurer, c'était très très difficile d'être seule, d'être isolée, etc. Pas de famille autour de nous. Mais là, ce que j'explique aux gens, c'est que parfois le fait d'arriver à se détacher au niveau sensoriel de ce qui est en train de se passer peut beaucoup aider. Et je pense notamment à des outils formidables qui sont sortis ces dernières années, les casques Bluetooth, qui en plus font de la réduction de bruit sonore environnant. Mais ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que vous pouvez vous mettre de la musique dans les oreilles, quelque chose d'apaisant pour essayer de diminuer justement aussi à vous les hormones de stress, le cortisol, etc. Mais plutôt amener de l'ocytocine parce que ça aussi, ça se transmet toujours aussi bien. Et donc vous pouvez vraiment essayer d'apaiser le bébé comme ça. Donc avoir vous quelque chose d'apaisant dans les oreilles, ce qui va vous aider à accompagner beaucoup plus facilement les pleurs de votre bébé. Donc le bébé en écharpe, on tapote sur ses petites fesses par exemple. Ça, le tapotage aussi, ça rassure énormément les bébés. Alors pourquoi est-ce que tapoter rassure beaucoup ? Mais parce qu'il ne faut pas oublier que le bébé avait toujours quelque chose qui pulsait à côté de lui, c'était son cordon ombilical. Donc quand on tapote sur le bébé, en fait ça lui redonne les sensations in utero de son petit cordon qui battait à côté de lui. C'est pour ça que c'est quelque chose qui apaise énormément les bébés. Donc le casque audio qui réduit le bruit et qui fait qu'on peut juste être là en présence, parler à son bébé, le rassurer, mettre les mains en conscience sur lui, etc. Tapoter sur ses petites fesses par exemple, ça va aider à passer ça. Et puis si vous êtes ok avec le fait de donner le sein et de changer, d'alterner, etc., que c'est une période où le sein, ça aide énormément le bébé parce que
toujours la même chose. Le sein, ça sert à manger, à boire, ok, mais pas que. Ça sert à se rassurer énormément. Et dans les phases où il est fort agité en fin de journée, le sein apaisant, il est merveilleux. Mais il faut accepter effectivement le fait que c'est assez intense à ce moment-là. D'où l'importance du relais. Ça peut être le papa qui prend en portage, qui rassure, etc. pendant que la maman, par exemple, prend sa douche et se prépare pour ensuite l'heure et demie qu'elle va avoir à nouveau intense avec le bébé qui va venir au sein, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, en changeant les positions, etc. Parce que du coup, on peut avoir juste des périodes où le bébé est plus agité, demande beaucoup, mais ne hurle pas et ne pleure pas. Comme on l'imagine vraiment dans les pleurs de décharge. Voilà. J'espère que du coup, ça vous a apporté des éléments, en tout cas pour comprendre pourquoi est-ce que les bébés pleurent. Donc reconnaître que c'est pas évident en fait, mais pourquoi est-ce que les bébés font ça. Ensuite, de comprendre cette différence jour-nuit et puis c'est le fait que le bébé lui fonctionne par petits rythmes au fur et à mesure de la journée et donc n'a pas du tout le même mode de fonctionnement que nous. Chose ultra importante de comprendre que le bébé ne change pas de rythme entre sa vie intra-utéro et sa vie une fois qu'il est sorti et que ça amène à beaucoup d'éléments de compréhension. Souvent quand les parents m'en parlent, ils me disent de telle heure à telle heure là, il bouge énormément, etc. Et j'en parle à ce moment-là et je dis, tu sais que du coup ton bébé va être fort éveillé dans ces moments-là. Ah oui, c'est vrai ça. Parce que quand je leur en fais prendre conscience en prénatal, c'est souvent plus facile de le vivre en postnatal. Parce que du coup, c'est une réalité qu'ils ont déjà un peu mis, en tout cas, dans leur tête, et ça leur permettra de mieux comprendre leur bébé une fois qu'il sera né. De ne pas oublier non plus à quel point les pleurs de bébé viennent réveiller quelque chose d'archaïque, de reptilien chez nous, qui est lié à notre histoire, qui est lié à ce qu'on était, nous, en tant que mammifères, et que, pouvoir s'en prémunir, à utiliser les outils qui sont à notre portée pour pouvoir l'aider, ça peut vraiment nous aider aussi à traverser ces moments ultra intenses. Rappelez-vous aussi, si vous êtes en plein là-dedans, si vous vivez actuellement ces moments intenses avec votre bébé, ça va passer. Je vous promets, ça va passer. Alors, si vous connaissez des parents qui vivent actuellement des moments aussi intenses et qui pourraient avoir besoin d'entendre tout ça, partagez cet épisode. Envoyez-leur un petit message en disant « Tiens, Sage-Femme Authentique a fait un épisode sur ce sujet, je pense que ça pourrait t'aider. » Et dites-moi aussi en commentaire, moi j'ai envie de savoir quelles sont vos stratégies pour apaiser vos bébés dans ces périodes de pleurs. Parce que j'ai pas la science infuse et je vous donne certains points, certaines choses que je sais qui peuvent aider, comme aussi la chaleur peut aider, comme parfois le bain peut aider. J'ai des parents qui me disent qu'ils donnent le bain le soir. Moi après je vous dis souvent que le bain, il faut pas en donner tous les jours, donc si c'était la solution miracle, ça fonctionnerait, mais c'est pas forcément la solution miracle. Et puis surtout, je vous ai déjà parlé du bain, vous pouvez aller réécouter l'épisode sur le bain qui vous explique pourquoi est-ce que c'est important de ne pas donner le bain tous les jours. Voilà, je vous donne rendez-vous le 1er janvier pour le premier épisode de J'envoie. J'ai hâte de commencer ce nouveau défi avec vous. Un épisode par jour pendant tout le mois de janvier avec des thématiques ou des contraintes techniques qui me seront imposées par mes acolytes. Donc je vous donne rendez-vous en tout cas le 1er janvier pour le premier épisode. Et d'ici là, portez-vous bien.